Je pense que c'est difficile pour une boîte dont le produit n'est pas un produit digital, de réussir à conserver un niveau d'investissement intéressant pour qu'on puisse aussi, nous en tant que produit et mes équipes, pour qu'on puisse s'éclater à produire, à sortir de nouvelles choses. Donc. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Alicia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de te recevoir. Donc normalement c'est Martin qui anime les Product Leader Stories chez Upvisory. Donc là cette fois-ci c'est moi. Donc tu vois, tu es CPO, donc Chief Product Officer chez Groupe Barrière. Donc je t'invite à te présenter, à nous expliquer un peu ton parcours. Eh ben, merci Audrey de me recevoir parmi vous. Je suis CPO pour le groupe Barrière depuis 5 ans. J'ai rejoint le groupe il y a 5 ans. Et avant ça, j'ai passé 10 ans chez Accor, où j'ai occupé plusieurs postes de CRM, marketing digital, produits. À l'époque, c'était pas vraiment produit, mais CRM, feed et call center. Et le produit, je l'ai découvert un peu sans le savoir, où j'ai lancé un produit digital déployé dans tous les hôtels du groupe, dans les 5000 hôtels, et on l'a travaillé en mode produit, centré utilisateur, centré client, même si on n'était pas dans de la boucle itérative très, très rapide à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai découvert cette notion de plus trop de projet, mais comment on développe un produit qui répond bien à des enjeux clients, business. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris à travailler autour du produit. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Barrière sur un périmètre assez restreint au début. J'étais en charge de 2 produits, 2 parcours, toute l'expérience client post-réservation, donc pour la partie hôtellerie, et la mise en place d'un produit CRM pour gérer les groupes et gros événements pour le groupe. Okay. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée sur une approche produit pour le groupe. Ok, super clair. Chez Accor, ton produit, ça consistait en quoi exactement, ce gros produit que tu as déployé ? Une fiche client 360. L'enjeu, les clients voyagent partout dans le monde sur plusieurs marques différentes. Et c'est la même chose chez Barrière. On est reconnu dans un établissement, dans un hôtel. On voyage dans un autre. On connaît moins nos préférences, ce qui nous plaît. Et donc là, l'enjeu, c'était de pouvoir partager des préférences, la satisfaction, des choses assez particulières sur le client pour que, peu importe où je voyage, je sois bien reconnue. Une expérience sans couture, d'hôtel en hôtel. Ouais. D'accord, ok, super clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Groupe Barrière ? Enfin, moi, c'est ce que je te disais en préambule. Je me suis renseignée sur le groupe. J'avais surtout en tête la partie jeu, casino, mais j'avais pas tout en tête, visiblement. Alors, effectivement, le groupe, moi aussi, quand j'ai commencé à postuler, je pensais plutôt à l'hôtel, le Phuket. Je sais pas si tu connais, le Phuket, ça appartient au groupe. Le Normandie, le Majestic, il y a beaucoup d'hôtels emblématiques, riches d'histoire. Le groupe a 110 ans. Donc c'est un groupe familial qui est toujours géré par la famille, par les 2 propriétaires, Joy et Alexandre. Donc le groupe Barrière, c'est 20 hôtels, 33 casinos, plus de 150 restaurants, des spas, du tennis, du golf, c'est beaucoup d'activités. Quand on voyage à Deauville par exemple, qui est un peu le cœur de Barrière historique, on va au golf, on peut jouer au tennis, on peut aller au spa, et voilà, c'est le casino évidemment, et trois établissements. Donc le groupe s'est développé autour de ce concept de resort, le resort à la française, et s'est déployé au fil des ans un peu partout en France.
Donc l'essentiel des établissements est la France. On a ouvert un Phuket à New York, qui est une belle adresse, et le groupe se développe à l'international depuis quelques années. Donc de l'hôtellerie, enfin après toute la partie resort comme tu l'expliquais, et effectivement la partie casino, jeux, c'est les deux grosses branches en fait du groupe. On parle de 3 métiers. La restauration, c'est un métier fort qui prend beaucoup de place parce que, qui commence à prendre beaucoup d'importance, y compris côté produit. C'était souvent vu comme un sujet un peu à part, qui alimente l'hôtellerie, mais on a aussi des enjeux de remplissage sur. Au Phuket, à Paris, on n'attend pas que des touristes qui viennent dans notre hôtel, on attend aussi des clients locaux. On a le Syros, on a plusieurs marques qui se sont développées, et donc il y a un fort enjeu d'attirer des clients au-delà des clients hôtels ou casino. Donc ça devient un métier phare. Hôtellerie, restauration et casino. Et vous êtes combien, juste pour avoir une idée aussi Barrière, c'est 7000 collaborateurs. 7000 collaborateurs, et on est à peu près 200 au siège. Ok. Et dans la Digital Factory, une centaine. Justement, très bonne transition pour parler de la Digital Factory. Donc vous êtes une centaine de collaborateurs. Donc toi, tu gères toute la partie produit. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, on est 25 côté produit. D'accord. Et j'ai une équipe composée de product designers, de product lead, product manager, QA et customer success. Et donc, comment elles sont composées, les différentes équipes ? Comment tu répartis les différents product people ? Alors, on n'est pas... 25, ça peut sembler beaucoup, et en même temps, c'est très peu, puisque c'est 25 personnes qui gèrent à la fois tous les produits pour le groupe, des produits qu'on développe en interne. On en a 5, site web, app, produits collaborateurs. Et donc, j'ai 3 product leads qui pilotent pour la restauration, l'hôtellerie et les casinos l'ensemble des produits. Tu as ta répartition en fait produit en fonction justement des 3 branches que tu as évoquées qui correspondent. Je triche un peu parce que j'ai une product lead qui s'occupe du web. Et on n'a pas suffisamment de ressources pour piloter à la fois le site web hôtel et le site web casino. Le site web, c'est hotelbarrière.com, c'est 20% du chiffre d'affaires qui est généré par ce canal. Alors que pour les casinos, c'est plutôt un site vitrine, drive to store, où on a quand même un enjeu de conversion sur les spectacles, mais il y a un peu moins d'enjeux, et donc on n'a pas non plus la capacité à avoir une équipe dédiée pour le site web casino. Donc l'équipe, la product lead pilote l'ensemble des produits web, et en fait j'ai une autre équipe qui pilote tous les produits pour le casino. Donc là ça c'est assez simple, la verticale casino avec 3 product managers et des QA, et une autre personne qui pilote les produits restauration et toute l'expérience client post-réservation. D'accord. C'est-à-dire l'expérience. C'est-à-dire quand tu réserves, une fois que tu réserves, tu rentres dans un cycle de vie de préparation du séjour, de fiches de police à compléter, de besoin de réserver un spa, un restaurant, et donc tu as plein d'outils et un parcours client qui s'opère pour réussir à bien accueillir correctement ton client. Et donc après, tu as le spa, tu as plein d'outils qui gravitent autour de ces activités connexes, qui est piloté par cette personne. Et donc du coup, tu as c'est vertical, où là tu as un peu triché effectivement la partie web qui est gérée par une personne et qui est web pour le casino, et la partie hôtellerie. Donc tu as des PM et des QA qui sont rattachés, on va dire, à ces 3 product lead que tu as pu évoquer. Et ensuite, pareil, tu as des designers. Oui, j'ai recruté récemment, il y a à peu près un an, un head of design qui pilote des freelances, des product designers. Qui sont rattachés à chaque produit ou qui va travailler après avec chaque product manager. Parfois, tu peux avoir un product designer qui bosse pour deux équipes en fonction de l'activité. Ils sont 4. Donc pareil, on est aussi contraint en termes de budget, de personnes. Donc on ajuste en fonction des priorités du moment.
Ok. Et ensuite une petite équipe de Customer Success, parce qu'effectivement on a souhaité, le groupe a voulu digitaliser le métier du casino, qui est un vieux métier, très papier, avec plein de réglementations assez complexes. Très peu digitalisé. Donc on a ajouté une application digitale, une application côté collaborateur, et donc ça a généré des questions, un besoin d'accompagnement, des bugs, etc. Et donc on s'est rendu compte assez rapidement qu'une FAQ ou un support de formation n'allait pas suffire. Et donc on a constitué une petite équipe de 3 personnes qui arrivent à couvrir tous les jours, du lundi au dimanche, puisqu'un casino c'est ouvert tous les jours et qui peut répondre de façon assez proactive, réactive aux demandes des casinos. C'est uniquement la partie casino pour cette équipe Customer Success? Parce que sinon, côté hôtel, chaque produit, on travaille aussi beaucoup avec des produits du marché qui, eux, ont leur propre CSM et du coup, on n'a pas... Les produits du marché, tu peux les citer ou est-ce que ça te parle, le PMS Opéra? Non, moi personnellement non. Dans l'hôtellerie, surtout l'hôtellerie de luxe, c'est une sorte d'outil qui va te permettre de gérer ta maison, ton hôtel, tes femmes de chambre, l'ensemble de ton parc. Tu as besoin d'avoir un produit pour ça et c'est l'outil du marché. Donc vous appuyez là-dessus pour ensuite gérer la partie back-office en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc quand il y a un bug, un problème, il y a un support dédié où on utilise aussi... Sabre, Synexis, je ne sais pas si ça te parle aussi. Non, moi c'est aussi un outil du marché pour le Booking Engine, le moteur. Le moteur, c'est eux qui nous le fournissent. Le reste du site, c'est nous, mais la partie pure système complexe, c'est très très complexe de développer un Booking Engine. On n'aurait pas non plus les moyens et donc on passe par ces acteurs-là. Ou Salesforce pour les équipes ventes. Super solutions. Exactement. Qui marchent très bien. Et qu'on arrive à customiser pour... c'est en marque blanche du coup. Sur Sabre, on arrive à faire quelques customisations et l'outil pour les commerciaux, on a réussi aussi avec cet acteur qui s'appuyait sur Salesforce, on a réussi à customiser aussi pour Barrière certains éléments. Ok, intéressant. Donc du coup, pour reprendre, tu as site web, tu as effectivement du Phygital, notamment pour la partie casino. Tu as aussi de l'application native pour la partie mobile. Pour la partie marque blanche aussi, côté hôtel, on utilise une application du marché sur laquelle on peut customiser aussi notre front. Et effectivement 2 sites web, une application back-office collaborateur pour les casinos, une application mobile native pour les clients en casino. Voilà. Et c'est quoi du coup la vocation de chacun de... Donc pour le site web, j'ai bien compris, il y a l'objectif de réservation notamment pour la partie hôtellerie. Et visibilité. Pour la partie casino, tu l'as expliqué, il y a une partie site vitrine. Et ensuite, l'objet en fait de chacun de ces produits les produits répondent à quel besoin en particulier que tu as pu citer? On a dans l'équipe, équipe digitale au sens large, on répond à 3 enjeux. On va dire que le premier, c'est un enjeu de montée en gamme. Le groupe Barrière opère depuis quelques mois, années maintenant, un gros plan de transformation et de besoin de monter en gamme, d'améliorer l'expérience terrestre avant tout, produits avec des produits beaucoup plus quali et un service client qui est élevé, on va dire, qui est beaucoup plus quali qu'avant, que ce soit casino ou hôtel. Et donc, il faut que nos points de contact digitaux suivent aussi cette ambition. Donc ça, c'est notre premier enjeu et qui peut être aussi complexe parfois parce que la montée en gamme, le luxe, notamment sur Hôtel Barrière, parfois peut ne pas être cohérent avec le besoin de performance, d'efficacité. Notre deuxième enjeu, où on doit trouver le bon trade-off entre faire des belles vitrines, des beaux visuels et en même temps être suffisamment performant pour que le client puisse réserver. Quand tu parles de performance, qu'est-ce que tu mets derrière? J'allais dire, du coup, deuxième enjeu, un enjeu de performance, c'est conversion, réussir à augmenter notre part de vente du web dans le mix global. On a une clientèle un peu plus âgée
qui a tendance à appeler. On a beaucoup d'appels en direct. On a la chance d'avoir moins de soucis avec les outils que d'autres groupes, mais les clients appellent et peuvent patienter jusqu'à 20 minutes en ligne pour joindre un conseiller. Donc là, notre enjeu, c'est de réussir à apporter toutes les informations nécessaires pour que le client puisse réserver directement en ligne et d'offrir des parcours efficaces, simples pour qu'on puisse augmenter notre taux de conversion sur le site web. Ok, très clair. Tu avais un troisième enjeu ? Ouais, l'efficacité opérationnelle. Évidemment, on a 7000 collaborateurs, c'est beaucoup. Ces collaborateurs, leur cœur de métier, l'ambition du groupe, c'est de servir, d'offrir une bonne expérience client. On doit leur dégager du temps, les recentrer sur des vrais sujets d'échange, de relations clients, de préparation des chambres, de servir les offerts. En casino, on a des boissons gratuites quand on est un statut élevé. C'est le cœur de métier de ces assistants clientèle, de ces réceptionnistes, d'accueillir, de personnaliser l'expérience. Et donc pour ça, les outils accompagnent, les aident à attraper la bonne info, réduire des tâches chronophages. Et c'est aussi notre enjeu à tous d'accélérer et de les aider dans leur quotidien. Du coup, Alicia, si on peut revenir sur la partie organisation. Donc là, aujourd'hui, vous êtes une Digital Factory. Sur la partie product, il y a 25 product people. Vous êtes peut-être issu, en fait, comme beaucoup d'entreprises, d'un mode projet très classique. Comment vous avez transité, en fait, de ce mode projet à ce que vous êtes aujourd'hui? Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est ce que tu me dises aussi le niveau de maturité que toi t'estimes aussi par rapport à ce que tu as vu chez Accor, sur la maturité, en fait, de votre organisation et la manière dont vous faites du produit aujourd'hui chez Barrière. Effectivement, on a lancé un plan de transfo il y a 4 ans à peu près. On était plus petits et de nouvelles personnes arrivées côté DSI, côté data. Et donc j'ai monté un petit groupe de 5 personnes où on a commencé à travailler notre ADN, qu'est-ce que le produit chez Barrière, qu'est-ce que le produit pourrait signifier chez Barrière, quelle méthode on pourrait mettre en place, comment embarquer les équipes, comment les former, quels seraient les bons outils, etc. On n'avait pas de Jira, on n'avait pas de Figma, on n'avait pas de product design, on avait tout à écrire. Donc je pense que c'est peut-être plus simple quand tu démarres avec rien entre guillemets, versus chez Accor, on avait déjà des outils, des choses en place, des grosses équipes. Là, on était sur des plus petites équipes et on a itéré, on s'est lancé en mode produit sur notre organisation. Est-ce que, pardon, je te coupe, à l'origine, il n'y avait que des chefs de projet qui s'occupaient des différents produits qui étaient des projets... Ouais, c'est ça. Et le marketing s'occupait du web. Ouais. Côté DSI, il y avait des chefs de projet qui prenaient le besoin directement des équipes métiers. Chose que je t'ai pas demandé, et c'est peut-être important aussi pour comprendre, avoir vraiment un bon overview de toute l'organisation. Il y a des développeurs aussi qui sont rattachés à la DSI qui elle-même fait partie de la Digital Factory. Ouais, exactement. Okay. Après, parfois, sur certains produits, on a des freelances, on a des développeurs pilotés par les équipes techniques, des tech qui sont plus ou moins dans nos équipes, et sinon parfois on passe par des boîtes qui nous fournissent des devs, qui pilotent les développements, mais effectivement c'est piloté par la DSI. Il n'y a pas d'équipe externalisée ailleurs au sein du groupe. Au sein du groupe. Et donc du coup, pour revenir au début de l'histoire, au démarrage, qui a donné cette impulsion? En fait, c'est toi en arrivant qui a donné cette impulsion de c'est fini le projet, on va passer sur du produit? Je l'ai vécu chez Accor, le changement, et ma boss, à l'époque qui est toujours ma boss, avait aussi envie de changer, de donner une nouvelle dynamique aux équipes. Parce que je pense que comme dans beaucoup de boîtes, des projets qui mettent beaucoup de temps à sortir. Le projet sur lequel je travaillais, on avait déjà dépensé beaucoup de millions d'euros, énorme pour une boîte de cette taille. Et je crois que ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils étaient en train de tenter de le déployer. Donc
elle s'est dit, bon, il ne faut pas que ça se reproduise et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça fonctionne. Et toutes les deux, on a vécu un peu le début de la transfo chez Accor. On s'est dit qu'il fallait lancer aussi une nouvelle dynamique et être orienté utilisateur et travailler de façon itérative. Ça, c'était les deux leviers, on va dire, de notre transfo qui nous ont animés jusque-là. Et donc, elle m'a laissé carte blanche. Je repensais à finalement qu'est-ce qui m'a permis d'accélérer et d'arriver à là où on en est aujourd'hui. Je pense que le management, enfin le côté carte blanche et allez-y, faites, on vous fait confiance, ça a très bien fonctionné. Je me suis appuyée sur les équipes en place, des nouvelles personnes qui arrivaient, qui ont pu aussi nourrir la réflexion de la dynamique. J'ai eu la chance aussi de recruter au fur et à mesure. Mon périmètre était très restreint au début. J'ai repris l'ensemble des produits. C'est aussi plus simple quand tu peux recruter des gens qui viennent de boîtes qui ont déjà un niveau de maturité avancé, de start-up, de scale-up, de PME, de grands groupes. Et ils ont pu aussi alimenter notre méthode, nos outils, nos process. Je pense que c'est un deuxième ingrédient qui a bien fonctionné, qui nous a permis d'accélérer. Et le troisième, la data. Jusque-là, je pense qu'on était... tu me demandais tout à l'heure comment j'ai pu mesurer... qu'est-ce qui a permis de mesurer là où on en est, notre niveau de maturité. J'ai fait un product barometer que j'ai envoyé à l'équipe il y a 1 an, où on s'est noté un peu sur nos pratiques, sur ce qu'on a réussi à atteindre et ce qu'on peut encore améliorer. Effectivement, la data, c'était le gros point de friction de l'équipe. Et donc le fait d'avoir refondu nos sites, d'avoir retravaillé, on rentre dans une phase de run sur notre application Figital, nous permet maintenant de bien, on a les bonnes bases, on a un bon tracking, on a aussi recruté côté data un product analyst qui a recruté 2 autres personnes. Donc on est outillé, on a les bons outils, on a pris Content Square, on a tout ce qu'il nous faut pour capter la bonne donnée, enfin essayer de comprendre comment nos clients consomment nos outils. Maintenant, on arrive depuis janvier à chaque revue de roadmap, ce qu'on présente à la direction ou au directeur des hôtels et casinos, on est en capacité de partager l'impact du produit sur la conversion, sur le churn, sur plusieurs KPI qu'on arrive maintenant à piloter. Et je pense que enfin voilà, notre niveau de maturité, tu m'aurais posé la question il y a quelques temps, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, depuis janvier, on est sur une bonne démarche itérative avec orienté client et data. Et justement, donc les équipes ont défini, ou tu as défini avec elles des indicateurs qu'elles suivent en fait dans leur manière de faire du produit. Et vous avez des OKR j'allais dire. Je pense que par rapport à Accor ou d'autres groupes, dans mon équipe, l'équipe a vécu avec des OKR jusque-là. Là, on n'en a pas. On n'en a pas au niveau du groupe. Je pense que c'est aussi une démarche assez longue et qui doit être portée par la direction. Mais au niveau des équipes digitales, avec ma chef, elle a mis en place des objectifs communs à toutes les équipes. Et donc on commence à travailler une sorte d'OKR, mais pour nos équipes. Ok, donc les équipes aussi ont pris en compte les objectifs qui sont les leurs. Ouais. Et effectivement, c'est ce que tu disais, suivre des indicateurs. Et vous avez des rituels justement pour bien animer, bien suivre ces OKR, les prémices en tout cas de ces OKR que vous mettez en place. On a un rituel au sein de la direction. On a des petits déjeuners tous les mois pour parler de l'actualité, de mettre en avant quelques projets ou initiatives équipe, et on partage les KPI du mois, que ce soit la conversion, le trafic, l'adoption de l'application. Enfin, c'est des KPI transverses qui sont connus de tous.
Est-ce qu'on a un niveau de maturité ultra poussé je dirais non. Enfin, je pense que justement, j'ai organisé chez moi un séminaire d'équipe. On a travaillé autour de 2 thématiques, une thématique sur l'IA et une thématique autour de la data. Comment améliorer nos process, comment s'imprégner plus de la data dans notre quotidien. Donc on n'est pas à un niveau de maturité exceptionnel. En revanche, on y travaille et ça fait partie des enjeux de cette année. Et justement, vous avez identifié je ne sais pas si c'est encore confidentiel à date, mais les leviers que vous avez identifiés pour mieux travailler en étant guidé par de la donnée. Toi, il y a des choses qui sont vraiment dans ta roadmap personnelle que tu attendrais aussi de la part des équipes qu'elles mettent en place pour peut-être davantage sécuriser par la donnée. Enfin, moi, j'étais dans l'atelier IA, j'étais pas dans l'atelier data. Mais par contre, on avait invité la data avec nous. Et donc, ils ont travaillé sur le process ensemble. Donc, je pense que, tu vois, pour s'assurer que quand on pense à une feature, on est bien dès le début la data, enfin l'équipe data avec nous, que le plan de tracking soit bien embarqué dès qu'on sort une feature. Je pense qu'il y a encore des améliorations à faire sur ça. Et il y a aussi, je pense, une méconnaissance. On a plein de data, comme dans beaucoup de boîtes, c'est souvent le gros point de friction. On a plein de data, plein de données. On pourrait connaître un peu mieux nos clients, mais je pense qu'il faut un temps d'apprentissage, de creuser, de comprendre vraiment ce qui existe. On n'a pas non plus des personas très précis et je pense que ça fait partie du reste à faire côté design, produit pour s'approprier un peu plus cette donnée qui aujourd'hui n'est pas forcément suffisamment exploitée. Ok, super intéressant. J'en viens à une question très large. Comment on fait du mode produit comment vous, justement, une feature, comment elle émerge et comment elle est mise en place. C'est quoi le cycle en fait de réalisation chez vous? On tente d'avoir une homogénéité au niveau des pratiques, des rituels, on a un template de release note, on a des revues de roadmap, on a des rituels des priorisations qui sont assez homogènes, mais dans la pratique, en fonction des interlocuteurs métiers, on voit que c'est un peu différent. Côté casino, on embarque le directeur des casinos qui a toujours plein d'idées, qui est hyper motivé et qui est aussi très terrain, et on priorise avec lui les sujets et les équipes marketing. Donc on a eu 2 sessions de roadmap, priorisation de roadmap cette année avec lui, ce qui est hyper important et nécessaire parce qu'on a peu de devs, on a une CAF assez limitée cette année et donc on doit prioriser, on doit se focaliser sur certains challenges et combats et donc on le travaille ensemble avec les équipes métiers, marketing et ensuite une fois qu'on est clair sur la feature, bien sûr qu'on arrive avec maintenant ça fait quand même 2-3 ans qu'on a lancé la démarche, le produit, et donc on a quand même un backlog assez riche. On a, grâce aussi au Customer Success Manager, aux équipes support, on a le feedback terrain assez rapidement. On a une communauté de super ambassadeurs qu'on sollicite quasiment toutes les semaines. Vous l'avez mobilisée comment, cette communauté? C'est le casino, le métier casino a nommé des référents par casino. Quasiment tous les casinos, on en a un. Et c'est des gens qui vont porter le produit, l'adoption au sein des équipes casino. Donc tu peux avoir un directeur des jeux, un assistant clientèle, tu as un peu tous les profils qui sont pas forcément digital native, mais qui sont hyper intéressés par le sujet et qui nous envoient beaucoup de demandes de sujets. Donc après, on priorise tout ça. On travaille avec notre data analyst aussi sur bien cadrer dès le début qu'est-ce qu'on va aller chercher comme incrément. On a un sujet, le digital, c'est toujours complexe, on va dire. On doit se connecter à une machine. L'application permet de se connecter à une machine. Pour garantir une adoption, il faut que ton produit soit efficace. Et donc, on travaille avec lui sur ces KPI et à identifier la bonne solution. Donc, on itère
avec lui, avec les parties prenantes, et ensuite on lance les développements. On a une démo, c'est assez classique. On envoie. Après, vous êtes en Scrum. En Scrum, classique. ouais, c'est assez classique. Et donc, tu disais que vous avez 2 sessions de priorisation de la roadmap. Vous priorisez... Non, par an, on en a 3. Ah, 3, pardon. Ouais, on en a fait 2 pour le moment. D'accord, c'est mais ça. La prochaine sera en octobre. D'accord. Donc vous co-construisez la roadmap avec les métiers directement. Ouais. Vous priorisez avec eux et ensuite... Sur un framework assez classique. On priorise la valeur, l'effort. D'accord, ok. Un RICE, un RICE adapté. Ouais. D'accord. Ok, très clair. Et l'idée, donc, elle émerge effectivement de la partie Customer Success Management. Et ensuite, vous avez d'autres manières Alors, ça peut émerger de eux, ça peut émerger des super ambassadeurs, de la direction. Et on l'a fait aussi récemment, ça peut émerger. On a peu d'avis sur les stores, mais on en a quand même. Et du coup, c'est un peu tout ça. Ce qu'on prévoit de faire, on l'a fait beaucoup l'année dernière, un peu moins cette année, c'est d'aller sur le terrain et de faire des interviews, customer interviews assez classiques aussi. Et on prévoit de le faire en juillet et septembre. Ok, vous avez plusieurs phases dans l'année où vous dites on lance là une interview, on recueille du feedback. Exactement, Ok, intéressant. À un moment, on prend un peu de recul sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on fait et on interroge nos clients. Après, tu as des phases de discovery, une fois que le sujet est rentré dans la roadmap, qui devient une opportunité ou une initiative. Tu as une phase de discovery qui est sanctuarisée aussi et qui est guidée par le PM, le PL. PM et un product designer aussi. D'accord, ok. En binôme, ok. Et ensuite, le sujet étant mûr, il va rentrer après en delivery et il est aussi géré par le PM. Le PM, Ok. Et ensuite, comment vous mesurez en fait l'impact de ce qui est après mis en prod? Je veux surtout pas sortir de features sans avoir défini dès le début les KPI. Donc, quand on partage lors de la revue de roadmap, on partage ce qui est sorti et ce qui va arriver. On partage toujours les objectifs et les KPI qu'on va suivre. Même si parfois sur certaines features c'est compliqué, c'est pas grave, on fait l'effort de se poser la question comment on va pouvoir le traquer pour qu'ensuite, qu'on montre aux établissements qu'on réfléchit aussi à valeur, impact. Souvent ça revient ce sujet sur d'autres sujets côté hôtel. Et ensuite, le product analyst on attend 6 semaines environ, 1 mois, 6 semaines, ça dépend du volume, pour faire un REX. Donc, on a une instance dédiée où il nous partage les résultats des évolutions. Et vous arrivez à conserver des itérations assez courtes pour justement mesurer la valeur un peu en continu Oui, côté Casino, vu que on sort peu de features, c'est assez... on a un dev sur chaque OS, c'est hyper limité. Donc les itérations sont peut-être un peu longues, on va dire. Côté hôtel, c'est assez rapide et efficace. Toutes les 6 semaines, on va dire qu'on a une instance dédiée sur les A/B tests qu'on fait. L'année dernière, je crois qu'on avait fait 1 ou 2 A/B tests. Là, on en a fait 7, 8. On est sur un rythme beaucoup plus soutenu. Donc que ce soit A/B test ou partage des évolutions, on arrive à être assez réactif, à prendre des retours de la data. Et du coup, maintenant, côté hôtel web, on n'avance plus sur une feature, sur une évolution sans être backupé par de la data. Ce qui peut sauver, entre guillemets, dans des discussions avec du management. Quand on a refondu le site, j'ai eu un peu peur au début. On devait faire valider toutes les maquettes. Donc à un rythme de 3-4 maquettes par semaine, je me suis dit ça va être terrible si on n'arrive pas à être plus réactif et plus... et finalement, quand on a présenté la refonte, on a présenté l'analyse qu'on avait su faire à l'époque, donc s'appuyer sur des datas, sur des feedbacks, sur du bench, sur un peu tout ça, a permis aussi je pense de rassurer la direction et qu'on puisse avancer plus sereinement. Et l'équipe est quasiment autonome maintenant sur toutes ces évolutions.
Et tu m'as dit qu'il y avait des manières de faire qui étaient sensibles, enfin, qui pouvaient être un peu différentes entre les différents produits, équipes ou PL. En fait, j'ai l'impression, vu qu'il y a des verticales animées par des PL, du coup, ça c'était surtout côté casino, même si tu as commencé à parler de la partie et hôtel. En fait, tu vois, sur le site web, on est à la fois sur un site vitrine et sur un site d'e-commerce. Et donc beaucoup de choses reposent sur le marketing en termes de contenu. Malheureusement, les équipes marketing ne sont pas non plus extensibles comme nous. Et du coup, sur certains sujets, en termes de prio, les équipes vont plutôt nous dire attendez, nous on n'a pas de bande passante, donc il faut aussi en plus de ça s'aligner sur la capacité à faire du marketing pour être sûr que lorsqu'on livre une feature, on ait aussi le contenu adéquat. On l'a pas forcément bien fait au début, donc ça a créé des frustrations de part et d'autre. Maintenant, on arrive à s'aligner avec leurs priorités pour qu'on puisse sortir quelque chose qui soit complet dès le début et pas juste sortir une feature sans contenu derrière. Donc comment vous faites justement, parce que c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est aussi la bête noire de pas mal de personnes côté produit, c'est-à-dire aussi réussir à sortir, à s'extraire, à travailler en bonne intelligence avec les métiers et s'extraire d'une relation un peu client-fournisseur qu'il peut y avoir dans... Donc tu disais qu'il y avait un partage, eux, de leurs priorités. Comment vous faites justement pour aligner les priorités en bonne intelligence et faire sensibiliser aussi les uns et les autres aussi à votre manière de faire pour... Je pense que le rituel qui me vient en tête, c'est la priorisation de la roadmap. Donc du coup, chacun participe et pousse des sujets. Et donc évidemment, c'est à ce moment-là que l'équipe marketing va nous dire « Ah non, là on ne veut pas, attention, on n'a pas la bande passante ». Donc je pense que maintenant ça se fait plus naturellement parce qu'on l'a vécu sur la refonte, on a voulu on a tout refondu, on a supprimé des pages, on en a rajouté et l'équipe n'était pas staffée en face, donc ça a été très douloureux pour elles et je pense que de ce problème on en a déduit qu'il fallait plus s'aligner et surtout pas sortir trop de choses d'un coup. Auquel cas on se retrouve avec des pages, on l'a vécu sur un des sujets, on l'a sorti, la feature était prête, mais le contenu n'était pas encore, on a mis un peu plus d'un mois et demi à la sortir, donc on apprend en marchant aussi. Et ensuite, il y a l'IA maintenant qui vient aussi accélérer pas mal de choses, donc j'ai un responsable SEO dans mon équipe, qui du coup il travaille à la fois avec les équipes produits, avec les équipes techniques pour améliorer le produit et faire en sorte que le produit soit bien SEO friendly. Et il y a une partie de son job, c'est quand même créer des briefs, d'avoir du contenu pour améliorer la visibilité. Et donc on avait un vrai besoin en jeu, notamment pour les restaurants, d'améliorer la visibilité. Et donc il a travaillé avec un agent IA, il a construit son agent, il a acheté des outils du marché pour pouvoir créer avec un niveau de qualité assez impressionnant du contenu supplémentaire, des FAQ, des blocs de texte complémentaires qui dénaturent pas du tout la page, le ton qu'on souhaite donner. C'est aussi une crainte des équipes métiers et marketing, mais pour le moment, on arrive à avancer au moins sur ces aspects-là grâce à l'IA qui de toute façon sera beaucoup plus rapide que nous tous réunis. Ok, très clair. Et justement, sur l'IA, vu que tu as commencé à en parler, c'est quoi derrière vos ambitions? Comment tu veux intégrer l'intelligence artificielle à toute ta dynamique produit aujourd'hui? Aujourd'hui et demain d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est marrant, donc, il y a 4 ans, on a entamé cette transfo de projet à produit. On a fait plein de choses, on a travaillé sur nos rituels, sur notre méthodo, sur nos process, nos outils. Et là maintenant, je suis en train de reprendre cette démarche, de me dire il faut qu'on accélère. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi moins de budget côté dev. Mon équipe, je fais -1, mais on a moins d'argent que l'année dernière, et que je suis convaincue que l'IA va pouvoir nous aider à accélérer et délivrer mieux, plus vite. Et donc, l'enjeu principal, on entame un plan de transfo de nouveau avec les équipes digitales qui doit s'étendre à l'ensemble de l'entreprise
On a développé en interne un barrière GPT, une version GPT chez nous. Et donc là, on est en train de travailler les cas d'usage avec les métiers pour pouvoir le déployer plus largement à la rentrée. Ok, ça c'est tes équipes qui sont en train justement de construire ce barrière GPT. C'est les équipes data. Et là, on reprend, on était parti en mode projet. Et là, on reprend le mode produit. Et j'ai 2 personnes de mon équipe qui bossent sur des agents, un agent support augmenté, donc l'agent qui va aider le CSM à pouvoir répondre parce qu'on est sur des fuseaux horaires de 9h à 22h. Sauf qu'après 22h, on a toujours des casinos qui posent des questions. Et donc cet agent augmenté va pouvoir répondre à un bon 60% des questions d'ici septembre, j'espère. Et on accompagne aussi des équipes du call center qui veulent répondre aux clients et qui ont une bibliothèque. Elles ont plus de 700 fichiers Excel consolidés dans un master fichier Excel, mais c'est assez compliqué c'est pas très fluide, on va dire, pour accéder à l'information. Et donc là, on travaille aussi avec les équipes data sur un agent call center pour pouvoir aider ces équipes. Intéressant. Et tu penses à des features qui vont justement être imprégnées d'intelligence artificielle, mais pour la partie, enfin, directement pour ton utilisateur final, en fait? Enfin, je ne sais pas si c'est dans vos roadmaps. Non, pas encore. Pas encore. Je pense qu'il y avait une volonté. Il y a une volonté côté management d'avoir justement des features intégrées dans notre site, etc. Je pense qu'on se dit, pour apprendre, commençons déjà par nos utilisateurs internes. C'est aussi, on voulait tester certains produits du marché. Le risque, surtout dans le luxe, c'est de commettre une erreur, si on n'est pas bon dès le début, on vise un niveau d'excellence assez haut, on se doit de garantir un niveau de réponse proche de 100%. Donc pour le moment, on teste en interne avec les utilisateurs internes et on verra l'année prochaine certainement pour déployer des features côté client. Ok, très clair. Du coup, pour conclure aussi cette Product Leader Story, quels sont j'ai compris que l'IA, forcément, c'était un de tes enjeux majeurs d'aujourd'hui et de demain. Quels sont toi tes enjeux aussi, à part l'IA, en fait, les autres enjeux que tu pourrais avoir en tant que CPO actuel et puis même futur? L'un des enjeux qui m'anime aussi en ce moment, c'est comment Barrière, on n'est pas non plus une boîte tech native. On est on opère, on aide, on supporte des métiers physiques. Et donc, parfois, quand la direction doit trancher entre un budget pour refondre, changer toute la tuyauterie, la climatisation, etc., et prendre un PM en plus, c'est aussi, je pense que c'est difficile pour une boîte dont le produit n'est pas un produit digital, de réussir à conserver un niveau d'investissement intéressant pour qu'on puisse aussi, nous en tant que produit et mes équipes, pour qu'on puisse s'éclater à produire, à sortir de nouvelles choses. Donc je pense que c'est un enjeu en tâche de fond, je dirais. Comment réussir à garder des équipes motivées, à donner du sens à ces équipes qui ont vécu dans des boîtes où le produit était leur cœur de métier. C'est pas évident, je trouve, de trouver le bon trade-off, le bon positionnement au sein de l'organisation et de réussir à garder de l'intérêt dans nos équipes. Écoute, merci beaucoup Alicia d'avoir répondu à notre invitation une nouvelle fois. C'était très clair. On en sait plus maintenant sur l'organisation produit, mais pas que du groupe Barrière. Donc on va suivre vos évolutions à venir, notamment sur la partie IA, qui est donc l'un de tes enjeux, de vos enjeux futurs, comme partout ailleurs, je dirais. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition
pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!